Je voudrais inviter maintenant eh bien, Laurent de Cherizel, président de Reporters d'Espoir, pour présenter nos premiers invités et nos partenaires à l'événement. Laurent de Cherizel, vous êtes accompagné de Zaya Ziwani, chef d'orchestre de Divertimento, de Didier Pateau, président de la Caisse d'épargne Île-de-France, et Muriel Pénicaud, la directrice générale de Business France. Je vous laisse nous rejoindre. Je salue également Madame Essel, puisque vous citiez tout à l'heure Madame Royal. Merci d'être avec nous, Madame Essel, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous nos invités. Alors Laurent, mon cher Laurent, je sais que c'est important de faire en sorte que le monde des médias côtoie le monde de la culture et aussi le monde de l'entreprise et de l'économie. C'est pas par hasard si on a rassemblé tous ces invités. Je sais qu'ils ont tous des parcours extraordinaires. Pourquoi avais-tu envie de tous les réunir aujourd'hui ? Est-ce que c'est le bon micro? Oui, tout va bien. Formidable. Tout va bien. Voilà, en fait, c'est effectivement un moment qui est très important lorsque on va comme braver un risque de notre société française. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup à Reporters d'Espoir. On a cette culture des solutions. On sait que ces solutions, elles naissent d'une capacité individuelle et collective de résilience. Ce travail des médias qu'on décrit souvent lorsqu'ils vont mettre la lumière là où le monde a mal, là où le monde souffre, là où le monde est en gestation, et pourtant ils sont la voix des sans-voix. Et notre conviction, c'est que c'est à partir de là qu'on peut ensemble ouvrir ces chemins de résilience, ces chemins de résolution. Et cet après-midi, eh bien, en fait, elle est un moment symbolique, un temps fort pour ces solutions. Ces solutions, c'est un travail individuel. C'est chacun en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de la société, en tant qu'acteur, co-acteur de la société, qui pouvons nous sentir appelés, invités dans cette audace d'une création collective. Mais pour cela, il y a un défi. Le défi, c'est que notre société, peut-être par repli identitaire parfois, est tentée de fonctionner, de se structurer en silos, voyez-vous. Et ces silos s'ignorent, ces silos peuvent avoir peur les uns des autres. Alors il y a le silo de l'entrepreneur, de l'acteur, de l'innovateur social, il y a le silo de l'acteur économique, il y a le silo de l'engagement politique, il y a le silo de la culture, voilà. Et ce sont des mondes qui ont du mal à se parler, qui ont du mal à communiquer. Et nous croyons que les journalistes, les médias ont cette vocation transversale à créer comme cette catalyse entre ces différents silos et à donner envie d'une collaboration. Alors la présence de mes trois amis et personnalités aujourd'hui, eh bien, c'est le monde de la culture. J'ai eu, dans une période de ma vie, l'occasion de pas mal voyager. J'avais été frappé sur la bibliothèque de Tombouctou, qui a été une grande route, un lieu de rencontre des cultures. C'était les caravanes du sel et les caravanes des épices, qui se retrouvaient à Tombouctou, au milieu du désert. Et au Moyen-Âge, c'était une des plus grandes bibliothèques du monde. Et sur le fronton, il était inscrit « La culture humanise l'homme ». Donc, merci à vous d'être là, parce que lorsqu'il y a des génocides, le premier acte des génocidaires, c'est de casser les instruments de musique, comme pour venir casser notre âme, notre envie de chanter ensemble. Alors j'aimerais justement qu'on en sache un peu plus sur Zaya, puisque c'est à vous, Zaya, que j'aimerais qu'on donne la parole pour commencer. Votre parcours est absolument remarquable. Est-ce que si je dis que la musique classique vous a permis de vous émanciper, alors qu'au départ, c'était peut-être pas forcément gagné, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Oui, mais bonjour, merci beaucoup en tout cas de me permettre de partager ce moment à vos côtés. Oui, en effet, la musique classique m'a permis en tout cas de croire à des grandes ambitions, de croire en mes rêves, comme on en parle depuis tout à l'heure. Moi, j'ai grandi modestement, en effet, dans un territoire populaire de la Seine-Saint-Denis, où a priori, en effet, la musique classique ne devait pas faire partie de mon éducation, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très curieux, très instruits, et soucieux aussi de me transmettre cette passion et cette curiosité. Et donc, c'est vrai que assez rapidement, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont fait écouter beaucoup de musique à la maison, et puis j'ai eu envie de faire de la musique aussi moi-même. Et donc mes parents, qui n'étaient pas du tout musiciens, m'ont inscrit au conservatoire de la ville où j'habitais, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans une période dans les années 80 où justement aussi les politiques culturelles qui étaient mises en place permettaient aussi à des jeunes familles d'origine modeste de pouvoir accéder justement à l'éducation. Mais il ne s'agit pas juste de pouvoir y accéder, il faut aussi pouvoir y être accompagné. Et donc mes parents, ma mère, donc j'ai une sœur jumelle qui est musicienne, donc elle a voulu nous inscrire toutes les deux. Et puis il n'y avait qu'une seule place. Et donc plutôt que de choisir entre ma sœur et moi, elle a inscrit notre petit frère.
Et donc du coup, je vous raconte cette histoire de mon parcours parce que pour moi, c'est assez emblématique. Et ben, ma mère, elle assistait au cours de mon petit frère, elle prenait des notes et c'est elle qui nous a donné nos premières leçons de musique. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important parce que cette notion de transmission, de l'amour pour l'instruction, pour la découverte, c'est mes parents qui me l'ont transmis et ça m'a permis d'évoluer malgré tout, même si dans un quartier populaire, avec des origines sociales modestes, avec aussi une double culture. Et ça m'a souvent, on me demande si c'est pas des handicaps pour me développer, pour avoir créé tous ces projets-là. Et pour moi, ça a été plutôt des richesses, des atouts qui m'ont permis justement d'avoir une pensée un peu différente. On allait voir la musique dans les grandes salles parisiennes et je regrettais qu'on puisse pas aussi vivre des beaux moments de musique classique dans tous les territoires. Et donc, j'ai évolué, j'ai appris la musique, j'ai cru en ce rêve de devenir chef d'orchestre, même s'il y avait beaucoup de barrières qui m'étaient posées, parce que souvent, c'est un métier qu'on aborde en deuxième partie de carrière, qui avait aussi beaucoup de traditions très masculines, donc c'était pas forcément très évident. J'ai eu la chance de rencontrer un grand maître de la direction d'orchestre qui m'a donné justement quelques outils pour pouvoir commencer à être chef d'orchestre, puis aussi ce déclic qui m'a permis de développer ça. Et puis un chef d'orchestre, il a besoin de diriger comme n'importe quel musicien avec son instrument ou n'importe quel sportif dans sa pratique. Et quand vous êtes jeune, vous n'avez pas du tout de réseau, il faut à un moment donné justement créer un projet qui vous permettra d'exister. Mais c'était pas juste pour me permettre d'exister moi-même en tant que jeune chef d'orchestre, même si ça m'a beaucoup aidé pour avoir de l'expérience. Mais j'avais aussi envie de créer un projet qui permette de fédérer toutes les diversités que je rencontrais sur les territoires où j'ai grandi, avec justement toutes les richesses que l'on retrouve dans notre société, les diversités sociales, culturelles, intergénérationnelles. Moi, je trouvais que la musique classique, au contraire, c'est un univers qui était très dynamique, qui a toujours été en lien avec d'autres cultures, d'autres arts, qui permettait de fédérer plein de personnes différentes et que malgré tout, ça avait une image un petit peu poussiéreuse et trop centrée sur une culture européenne qui avait un petit peu du mal à s'ouvrir. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de profiter justement de ce parcours que j'avais eu pour proposer un projet innovant. Alors malgré tout, même si on parle de musique classique, on peut parler d'innovation, de créativité. Tout à l'heure, j'entendais Jean-Louis Etienne qui expliquait que c'était pas juste une idée qu'il fallait avoir, mais qu'il fallait pouvoir la concrétiser sous plein d'aspects différents. Et donc, en effet, créer un orchestre, c'est trouver une identité artistique originale, des idées innovantes, mais aussi créer un projet dans sa dimension institutionnelle, structurelle, économique aussi, avoir plein de contacts différents. Et tout à l'heure, vous parlez de silos, il a fallu justement décloisonner un petit peu ce monde et faire en sorte que ça puisse devenir aussi un projet participatif avec plein de partenaires différents et de faire en sorte aussi que quand on se retrouve en face de musiciens, de jeunes aussi que nous sommes amenés à former, ou le public tout simplement, on se retrouve dans des moments de partage tels que je crois vraiment que la culture peut permettre et des beaux moments de partage, de vivre ensemble, de faire ensemble surtout, c'est ce que l'orchestre permet, et retrouver justement toutes ces diversités auxquelles on est très attaché. Donc c'était un peu le sens de mon projet il y a quelques années. Maintenant il a 20 ans et donc on est très heureux d'avoir cru dans des idées qui parfois à l'époque pouvaient paraître un peu dévalorisantes. Moi j'en ai fait plutôt des forces et ce qui fait que maintenant on est aussi présent et référent sur plein de projets, à la fois dans des projets très dynamiques, dans des niveaux, dans des ancrages très locaux, mais aussi avec des rayonnements nationaux et internationaux. Et donc on est très heureux de faire partager ce projet avec beaucoup de public. On est ravis de vous rencontrer. Merci pour ce très beau témoignage. L'orchestre c'est Divertimento, faut le citer. Tout à fait. Et alors, Zaya, vous allez rester avec nous, parce que je crois que vous avez une petite surprise pour nous. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez peut-être rêvé de faire partie d'un orchestre. Peut-être que tout à l'heure, nous tous, ici, on sera peut-être un grand orchestre tous ensemble. Je vous en dis pas plus. Zaya nous réserve une surprise, c'est pour tout à l'heure. Alors nous avons d'autres amis, d'autres partenaires avec vous. Quand je disais justement que c'était intéressant parce que le monde de la culture côtoie le monde de l'entreprise, Laurent, c'était vraiment important pour vous que ces acteurs du rayonnement économique de la France soient là aussi. Présentez-nous nos invités et puis je vous laisse la parole aussi à tous les deux pour nous dire en quoi c'est important aussi pour vous d'être là aujourd'hui. Voilà, Muriel Pénicaud est en fait une amie de longue date de Reporters d'Espoir, convaincue qu'effectivement le fondement par votre mission, le fondement de la croissance, c'est la confiance. Retrouver la conscience collective, c'est ce qui permet aux acteurs de la société et aux acteurs économiques de créer une audace et de recréer cette croissance durable.
Donc Muriel, oui, Alors, directrice générale de Business France. je dirige Business France. Business France, c'est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française. Ça fait suite à la fusion du Bifrance et d'AFI pour les spécialistes. Et on a un but, c'est de promouvoir les entreprises françaises, PME, ETI, start-up, à l'international, leur permettre d'avoir l'audace d'aller conquérir des parts de marché partout dans le monde, de faire aussi venir des investisseurs étrangers du monde entier, parce qu'ils créent beaucoup d'emplois. L'export, c'est à peu près 5 à 6 millions d'emplois en France, en impact direct et indirect. Et il y a 2 millions d'emplois directs par les investisseurs étrangers. Donc, genre, le repli sur soi, c'est une option où 40% de l'emploi va être endommagé. C'est une petite parenthèse. Et donc, au lieu d'avoir peur de nous-mêmes, comment on peut aller plus loin? Et puis, il y a une troisième mission, et c'est là où on se retrouve complètement avec Reporters d'Espoir, c'est de promouvoir l'image économique de la France. C'est dans ce cadre-là qu'on a promis la French Tech, on s'occupe de la promotion internationale de la French Tech. Vous avez vu qu'on a fait un peu de bruit à quelques endroits, dont Las Vegas, mais c'est pas nous qui faisons du bruit, nous on est metteurs en scène, mais c'est les startups qui témoignent de cette vitalité. Et puis depuis un an, on a lancé une campagne qui s'appelle Creative France. Alors ici j'arrive, je vois le mot créatif, je vois des gens créatifs, enfin, je suis complètement dans l'élément. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait un déficit d'image, la France, dans le monde, depuis une dizaine d'années, et qu'en fait, une de nos forces, quand on interroge les investisseurs, quand on interroge les influenceurs dans le monde, c'est que finalement, la création, elle est chez les artistes, chez les chercheurs, elle est dans les startups, elle est dans les grands groupes, elle est dans la technologie, elle est dans la science, elle est dans le domaine médical, elle est dans plein de domaines. Et c'est pas une question de taille, c'est une question d'audace, de créativité qui est quand même assez fort. La créativité au mètre carré est forte en France. Et c'est vrai aussi pour le monde associatif, c'est vrai pour les ONG. On a parlé de la COP21. Donc on regarde n'importe quel domaine. C'est rare qu'il n'y ait pas un peu de la creative touch quelque part qui est française. Et donc on s'est dit c'est le thème sur lequel il faut... parce que pour développer une image, enfin, c'est pas aux journalistes que je vais dire ça, il faut avoir un thème et le marteler, et dans la constance, dans la durée, de façon innovante. Et donc on a choisi ce thème de Creative France. Et donc avec Reporters d'Espoir, dont je suis fan depuis les origines, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes à faire, c'est la manière dont on regarde. Une fois qu'on regarde, on se met en mouvement. Mais si on regarde que ce qui paralyse, on finit par s'inhiber soi-même. Je pense que finalement, c'est avoir peur de nous-mêmes. Et j'ai bien aimé ce que disait Jean-Louis Etienne, il faut aller vers l'inconnu de soi. Ben, la créativité, l'audace, c'est ça. Alors du coup, on a décidé avec Reporters d'Espoir de renforcer, de faire un vrai partenariat, et donc qui va être signé dans quelques semaines. On va faire 3 choses ensemble. La première, c'est que dans le cadre de la promotion de l'image de la France, on va utiliser les méthodes innovantes des journalistes des solutions pour améliorer, je dirais, le pitch France et comment on met en valeur les PME, les ETI de façon plus innovante partout dans le monde. Deuxièmement, on va aider Reporters d'Espoir et la France des solutions à faire une France des solutions qui s'exporte, c'est-à-dire de faire cet événement-là dans plusieurs pays. Nous, on a tout le réseau, on a 72 pays, on a 1500 collaborateurs, on est dans les ambassades, enfin on a ce réseau-là pour aider. Et puis le troisième, on a envie évidemment de faire un truc qu'on ne sait pas faire encore ensemble, donc on a envie d'innover. Et on va créer une masterclass pour les DIRCOM des entreprises, de nos institutions, etc., pour imaginer comment on peut parler autrement de tout ça, c'est-à-dire faire de l'esprit France des solutions dans tout le monde économique. Voilà l'ambition qu'on a ensemble, et je pense qu'on a un bon bout de chemin devant nous ensemble. Oui, mais on est très heureux d'avoir une marraine comme vous. Merci beaucoup. Je peux vous dire que ça mérite des grands applaudissements, parce que c'est des engagements fondamentaux. Ouais. Et du coup, c'est joli de les prendre en plus en public, parce que maintenant on est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Didier. Et alors j'ai présenté mon troisième invité. Didier Pateau, c'est pas facile quand on a des projets d'oser pousser la porte comme ça des banques, mais c'est très bien que vous soyez avec nous. Alors Didier Pateau, d'abord est un ami, parce qu'on a eu l'occasion régulièrement de collaborer, d'avoir de l'audace ensemble sur plusieurs projets. Et puis moi, ça m'a amené à mieux découvrir les caisses d'épargne. Et vous êtes de ceux qui, malgré ce qui se dit actuellement sur la fragilité du monde bancaire et sur la frilosité, donnent envie de croire qu'il peut y avoir une alliance entre l'argent lorsqu'il a une éthique et qu'il est mis au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Merci Laurent, c'est pas si souvent qu'on entend ce genre de témoignage. Nous d'abord, on est fiers et heureux de soutenir de façon fidèle Reporters d'Espoir et la France des solutions. J'ai entendu la ministre parler de Stéphane Hessel qui disait il faut donner du sens à ce qu'on fait, être fier de ce qu'on fait. Ben, on est fiers de soutenir la France des solutions et Reporters d'Espoir. J'ai noté aussi Jean-Louis Etienne qui parlait de persévérance. Alors à la Caisse d'épargne, on est très persévérant. On existe depuis bientôt 2 siècles.
Alors, au moment où la France n'a pas de morale, on voit bien qu'il suffit de regarder les médias, hein, de vous entendre, pour voir que tout le monde a le moral dans les chaussettes. Et ben, la Caisse d'épargne, depuis 2 siècles, on a vu toutes les évolutions de la société et on en a vu d'autres que les crises qu'on traverse aujourd'hui. Donc, à la Caisse d'épargne, on a le moral, on essaie de le véhiculer autour de nous, on accompagne les porteurs de projets parce que notre vocation, notre raison sociale, première, c'est d'accompagner le développement économique de notre territoire. La Caisse d'épargne Île-de-France, c'est 450 agences, 25 centres d'affaires, une banque privée, 5000 collaborateurs. Et on travaille au développement économique du territoire francilien en accompagnant les différents porteurs de projets. On est une banque différente des autres. Alors, on le dit quelquefois pas assez, parce que c'est vrai que ça nous agace un peu d'entendre toutes les banques critiquer. Nous, à la Caisse d'épargne, on pense qu'on fait bien notre travail. Nos encours de crédit progressent entre 5 et 10% chaque année. Donc la banque qui prête pas, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas la Caisse d'épargne. Donc nous, on prête, on accompagne les porteurs de projets et on est fiers de faire ça. Donc on aura envie de répondre à Stéphane Hessel, nous, on est persévérants dans ce qu'on fait et on est fiers de ce qu'on fait. Et en tout cas, on est heureux d'être un partenaire fidèle de la France des solutions. Bah définitivement, persévérer sera le mot du jour. Hein. Merci 1000 fois, merci Laurent. Merci à nos premiers invités. C'est vrai.